La pub, c'est, en tout cas pour mon produit et mon expérience que j'ai aujourd'hui, c'est quasiment le point le plus important et la chose qui est la plus difficile dans le business, c'est la publicité. Il faut savoir que l'année dernière, j'ai dépensé 38 000 euros de pub. Voilà. Mon PPC l'année dernière, c'est 38 000 euros. Au niveau de ma marge, je suis en perte de 10%, je crois, de marge, quelque chose comme ça. Tu as dû mettre combien d'apports pour pouvoir le financer? Zéro. Sérieux? Il y a du contenu très qualitatif sur la technologie, de la blockchain et puis un peu l'approche qu'on peut avoir en crypto. Et je pense que c'est une très bonne base pour débuter. Et puis après, il y a des personnes qui font des quotidiennes. On a Cryptost qui est bien avec Vincent Gann tous les mardis qui fait un point sur les marchés. Pour moi, quelqu'un qui possède 2, 3, 4 appartements, c'est un riche et ça marche bien. Et tu Et m'as ouais, expliqué que c'est pas forcément le cas. Donc toi, et comment non, déjà tu t'es lancé dans l'immobilier? Comment tu t'es formé? Et est-ce que tu ouais. peux nous expliquer un peu ce parcours-là? C'est que le business, c'est facile, hein. Moi, j'ai mon expérience avec l'immobilier avec Amazon. Je peux vous dire que les nuits à réfléchir, à avoir mal au ventre, à être pas bien, c'est la réalité du business. Et donc, entre ce que l'on voit et la réalité, il y a une très grande différence. Mais par contre, il y a une certitude, c'est que tout n'est pas faux. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Business Vrai, épisode 6. Aujourd'hui, je suis avec Kevin qui fait de l'immobilier, qui fait du Amazon FBA, qui fait de la crypto et il va nous partager tout ça de façon transparente. Du coup, on va aller découvrir un petit peu tout ça. Kevin, comment tu vas? Hello, eh ben, écoute, super. Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne. Écoute, ça va super. Je suis content de partager un peu mon expérience avec vous aujourd'hui sur un peu tout mon parcours et puis écoutez, toutes mes palettes sur lesquelles aujourd'hui j'agis au niveau de mes activités, de mon patrimoine, voilà, avec Nassouf. Donc voilà, écoutez, heureux de vous faire découvrir un peu et de partager mes vraies expériences sur les différents business que j'ai menés, mes activités. Et d'ailleurs, tu t'es lancé sur Amazon à quelle période? Alors, je me suis lancé sur Amazon. La date de création de ma société, elle est au 28/02/2022. Ok. Donc, ça va faire 2 ans d'ici quelques semaines. Et, Ouais. euh, et je me suis, ouais, c'est ça, il y a 2 ans, je me suis lancé en début d'année. Et c'est là où j'ai commencé à créer ma société et faire ma première formation Amazon, ouais, il y a 2 ans. D'accord, ok. Et ça, c'était pour venir en complément de ton activité d'immobilier, j'imagine? Alors, moi, j'ai un parcours qui était un peu différent. Moi, j'étais salarié. J'ai été salarié 10 ans dans l'industrie pharmaceutique en tant qu'acheteur. Ok. Donc, j'achetais des matières premières, des services pour un grand groupe international. Et ce que j'ai voulu faire, j'ai toujours en fait un peu rêvé ou eu cette âme-là d'entrepreneur et d'avoir un business depuis que j'étais, je pense, très jeune. Et puis, je me suis dit une chose et aussi post-Covid, je me suis rendu compte d'une chose et j'ai eu des motivations. C'était d'avoir un business sur lequel je pouvais pouvoir travailler n'importe où, un peu au rythme que je voulais. Et c'est comme ça que ma femme, en écoutant un podcast, elle a découvert ce qu'était Amazon et FBA avec Olivier Alain, je crois, c'est un Français. Elle avait écouté un podcast de lui. Et est venue l'idée et j'ai tout de suite sauté dans le grand bain. 3, 4 jours après, j'ai fait 4 heures de formation gratuite en ligne, acheté une formation et j'ai démarré comme ça. Voilà, donc moi l'idée c'était d'avoir un business qui pouvait s'ajouter à mon activité de salarié. Et voilà ma motivation principale, c'était ça. Ok, d'accord. Avant de parler d'Amazon FBA, je pense qu'on va parler d'immobilier, parce que la première fois qu'on s'est eu au téléphone, on a parlé pendant 1 heure d'immobilier, j'ai appris plein de Yes. trucs, et toutes les fois où on a échangé, j'ai appris plein de trucs que je connaissais pas. Pour moi, quelqu'un qui possède 2, 3, 4 appartements, c'est un riche et ça marche bien. Et tu Et m'as ouais. expliqué que c'est pas forcément le cas. Donc toi, Et comment non. déjà tu t'es lancé dans l'immobilier, comment tu t'es formé, et est-ce que tu Ouais. peux nous expliquer un peu ce parcours-là? Et alors, c'est bien que tu te dises comment je me suis formé. C'est une des premières choses que j'ai faites. Pareil, écoute, j'étais salarié. J'ai toujours eu, encore une fois, j'ai cette âme un peu d'entrepreneur et je voulais faire des choses. Et j'ai compris que l'immobilier pouvait être quelque chose d'intéressant pour développer son patrimoine. Puis peut-être des faux espoirs au début de gagner de l'argent, etc., d'être rentable, de plus avoir besoin de travailler, d'être rentier. Voilà. Et donc, écoute, j'ai découvert ça, l'immobilier locatif. Je me suis plongé dedans à fond. J'ai fait énormément de contenu YouTube, donc du contenu un peu, du contenu gratuit ou des sites internet où je me suis beaucoup renseigné. Et puis j'ai commencé à acheter un immeuble de rapport parce que pour moi c'était alors un immeuble, attention, on dit toujours immeuble de rapport, c'est pas forcément quelque chose qui fait 10 étages avec 100 lots, hein. Moi, c'est un petit immeuble avec 3 lots. Et j'ai cherché des annonces, etc. J'étais vraiment prêt à faire feu. Et puis, j'ai trouvé mon premier bien immobilier que j'ai acheté. Je crois que je l'ai acheté en 5 minutes. J'étais le premier à arriver dessus. Et j'ai acheté mon premier bien immobilier. Voilà. En 5 minutes. Ouais, alors,
En 5 minutes, c'est Enfin, ma décision rapidement en tout d'achat, cas. hein. J'ai fait ma visite, je Ouais. savais ce que je voulais, je Hmm, connaissais mes taux de rentabilité. ouais. Donc j'avais déjà en fait en tête de ce que je pouvais acheter, ce que je voulais acheter, ce que je pouvais en faire. Donc le potentiel du bien, je l'avais bien entendu identifié en étant hors ligne, hein, en étant sur des annonces. Hmm. Et puis je connaissais un peu le secteur, c'était assez proche de chez moi. Et en fait, quand je l'ai visité, le prix était bon, tout était OK et je l'ai acheté tout de suite. Je l'ai acheté tout de suite. J'ai fait une visite d'un des 3 lots seulement qui était disponible et je l'ai acheté dans la foulée. J'ai été le premier. Et je pense que derrière moi, dans la journée, il était vendu 10 fois encore. D'accord. C'est Voilà. un immeuble qui t'a coûté combien si c'est pas indiscret? Ouais, non, non, pas du tout, c'est pas indiscret. C'est un immeuble que j'ai acheté en 2018. Je l'ai Ouais. acheté 155 000 euros. D'accord. Et à cela, c'est ajouté des frais de notaire que l'on a. Ouais. Donc quelques milliers d'euros, 8% exactement. Environ 12 000, je crois. Et voilà. Et c'est là où j'ai fait ma première erreur. C'est que je pensais que j'achetais 155 000. Enfin, non, je ne pensais pas. J'ai monté un financement pour financer mon bien. 155 000 plus les frais de notaire et puis quelques frais de dossier, 500-600 euros peut-être, quelque chose comme ça. Et c'est tout. Et j'ai fait un financement comme ça brut et j'ai acheté l'immeuble. Et cet immeuble-là, il nécessitait des travaux, des investissements supplémentaires, etc. que j'ai pu faire par la suite, mais pour lequel j'ai pas eu de financement. Donc ça a été un petit peu, voilà, un petit peu limite niveau financement. Mais donc je l'ai payé 172 en tout. Je crois que j'ai dû avoir un crédit de 172 000 euros, quelque chose comme ça. Bon voilà. D'accord. Ok, donc tu achètes cet immeuble en 2018. Comment ça se Oui. passe après en termes de renta? Moi, je ne m'y connais pas du tout. J'entends parfois que bah, tu achètes et le crédit est remboursé et tu fais du bénéfice derrière. Dans le vrai, dans le concret, ça se passe comment? Alors, dans le concret, donc là, je vous ai dit, j'avais acheté 155 000 plus 12, donc 172 000 euros environ. Là-dessus, j'avais 3 lots. J'avais un commerce au rez-de-chaussée et 2 appartements. C'est strictement équivalent. Donc, j'avais 3 loyers qui rentraient. En gros, aujourd'hui, mon crédit, j'ai une mensualité de crédit, donc le remboursement que j'ai pour cet investissement auprès de la banque, qui est aux alentours de 870 euros. Et moi, en revenu locatif, en loyer qui rentre tous les mois de ces 3 lots, j'ai environ 1480 euros à l'époque. Donc on voit que j'ai une différence de 600 ou 700 euros par mois d'excédent par rapport à ce que je paye de mensualité. Donc oui, cet immeuble-là, il était rentable aux alentours d'un peu plus de 10%. Donc c'est un seuil qui était très bon. Voilà un peu comment ça fonctionne. Ensuite, à ça va se retirer, il y a une taxe foncière qui est à payer. Donc, elle était à l'époque assez faible. Je crois que j'étais à 800 ou 900. Alors, elles ont beaucoup augmenté les dernières années. Mais on a 80 euros à retirer par mois, 90 euros à retirer par mois à soustraire. Pour cet investissement-là, il y a une chose importante qui est à noter, c'est que cet investissement-là, je l'ai fait via une SCI imposée à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés. De ce fait, j'ai une imposition qui est comme une entreprise. Donc, au niveau des taxes et des impôts, tout est géré dans l'entreprise. Voilà. Donc, sur mon bénéfice à la fin de l'année, après, il faudra rentrer un petit peu plus dans le détail, mais sur le bénéfice restant à la fin de l'année, je vais être imposé sur le bénéfice imposable. Voilà. À hauteur de 15, je crois qu'on a 15% d'impôt sur la première tranche de bénéfice. Ok. Donc, dès la première année, tu es en bénéfice là-dessus? Il n'y a pas des travaux qui viennent un peu prendre sur cette marge-là? Alors, dès la première année et dès le premier mois, finalement, oui, je suis en bénéfice. Ouais. Donc, j'arrive à monter un petit capital avec ma trésorerie de tous les mois. Donc, j'ai 600 ou 700 euros. Et on pourra y revenir après. C'est là où j'ai fait une petite erreur. J'aurais pu être beaucoup plus performant que ça, via un mécanisme, en tout cas, pour gérer de la trésorerie. Donc, je fais 600 ou 700 euros. Et tout de suite, j'ai un premier locataire qui s'en va. Et finalement, il y a des travaux à faire dans l'appartement parce que, d'une, je veux rendre mon appartement plus sexy pour qu'il se loue mieux. Pour qu'il se loue. Alors, mieux, c'est quoi? C'est un petit peu plus cher et plus rapidement et avoir aussi des locataires qualitatifs. Donc tout de suite, j'engage quelques milliers d'euros pour rénover l'appartement. Et finalement, je prends dans toute la trésorerie que j'ai accumulée pendant plusieurs mois. Donc j'avais peut-être accumulé 6 ou 7 000 et j'ai utilisé quasiment toute ma trésorerie pour revenir à zéro pour rénover ce premier appartement sur la première année. Qui plus est, on est dans une année de Covid. Il y a des petites difficultés. Donc j'ai quelques petits impayés d'un mois ou deux, notamment le commerce en bas qui travaille plus, qui est complètement fermé. Donc là aussi, j'ai fait un effort où j'ai offert un mois de loyer à mon locataire. Plus j'ai eu des décalages un petit peu de trésorerie qui sont assez pénibles, surtout quand on a des travaux à faire. C'est vraiment un flux qui est souvent très très tendu quoi sur cet investissement-là.
Et c'est là où d'ailleurs j'ai fait, je pense, une erreur de trésorerie, c'est que bon, en étant tout le temps tendu, ça permet aussi de faire très attention à ce que l'on fait et de compter bien chaque euro qu'on dépense et de s'occuper vraiment bien de son bien immobilier. Et c'est aussi une bonne chose, je pense, d'être un peu tendu parce que ça permet de pas se reposer un peu sur ses acquis et voilà, de travailler correctement, quoi. Donc j'ai l'année 2019 aussi, qui est pas extraordinaire. Et puis voilà pour la première année. Et puis deuxième ou troisième année, j'ai un locataire qui a eu des difficultés perso, des impayés. Je commence à avoir pas mal de loyers qui sont pas payés en retard ou que partiels, avec une situation qui est fragile. Alors c'était un locataire qui était là avant que j'achète l'immeuble. J'ai acheté l'immeuble avec le locataire, donc je l'ai pas choisi celui-ci. Mais j'ai quand même eu le bon réflexe de mettre une assurance loyer impayé en place. Donc j'ai l'assurance loyer impayé qui prend le relais. Donc fort heureusement, tous mes impayés finalement sont plus des soucis psychologiques, on va dire, voilà, à long terme que financiers parce que je suis payé par mon assurance. L'assurance, il y a souvent un décalage de 2 mois. Ils font un mois de carence et puis après, il y a toute une procédure à mettre en place et au bout de 2 mois d'impayé, ça y est, ils prennent vraiment le relais. Donc pendant 2 mois, j'ai pu ces loyers-là, mais c'était une petite partie, donc finalement ça allait quoi. Il faut savoir que mon bien immobilier, on l'a dit tout à l'heure, il y a 1500 euros environ de revenus et 900 de frais. Voilà, quand j'ai 2 locataires sur 3 qui me payent, je couvre largement tous mes frais. Donc c'est ça aussi l'avantage d'acheter plusieurs lots en même temps. Alors d'acheter un lot avec voilà un immeuble avec plusieurs lots, c'est que aussi, c'est peut-être plus gros, mais on divise le risque. Alors, c'est peut-être plus gros, là, vous l'avez vu, c'est 170 000 euros. Aujourd'hui, il y a des appartements dans des grandes villes ou dans des villages, des maisons. On est bien plus cher que ça. Et là, j'étais quand même dans une ville qui est un peu, bon, petite ou moyenne. Je pense qu'on est à entre 6 et 8 000 habitants, je crois. Mais c'est assez dynamique parce qu'il y a plein de petites villes comme ça à côté. Et finalement, le prix est moins cher qu'une maison, quoi, en fait. Et on a quand même Ouais. 3 loyers dedans, quoi. Donc ça, c'était l'avantage aussi de ce bien-là, quoi. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, sur ce tarif-là de 170 000 euros, tu as dû mettre combien d'apports pour pouvoir le financer? Zéro. Sérieux? Moi, j'ai vécu la grande époque, hein. Alors Ouais. la grande époque, je pense que c'est 2016-2017. Là, les personnes qui étaient vraiment intéressées par l'immobilier et qui en ont fait et qui étaient motivées, je pense qu'on pouvait changer une vie sur ces années-là en 2016 et 2017. Pourquoi? Il y a deux choses. C'est que durant cette période-là, et je pense que tout le monde l'a connu, on a eu des taux de financement de crédit bancaire qui étaient très bas. On était à 1,7, 1,6 et on est même descendu en 2020, je crois, dans les 1 et il y a même certaines personnes qui ont eu des 0,9. Donc on avait des taux bancaires qui étaient très bas, ce qui faisait que le coût de notre crédit et notre mensualité était, comparé à aujourd'hui, hein, c'est simple, 30% meilleur. Donc si aujourd'hui je faisais le même investissement immobilier, mon crédit ne serait pas de 870, mais il serait de 1050, 1100. Ok. Ce qui fait que pour 870 euros, j'aurais pas eu 170 000 euros, mais j'aurais plutôt eu 3 fois 17, 45. J'aurais eu 120 000 euros de capacité de financement aujourd'hui avec la même mensualité de crédit. Bon. Mhm. Et à cette époque-là, en fait, il y avait deux choses. C'est qu'on pouvait aussi également se financer quasiment sans apport. Et moi, c'est ce que j'ai fait pour les 7 biens immobiliers que j'ai. J'ai mis 1000 euros d'apport. Et j'ai emprunté environ et c'est pas environ, j'ai emprunté 700 000 euros et j'ai mis 1000 euros d'apport. Ah ouais. Attends, on Ouais, va les reprendre là un par un parce que tu en achètes un en ouais, 2018, on est en ouais, 2024, début 2024, on a 7. ouais. Ça Je s'enchaînait refais comment? la rétrospective. Ouais, 2016, j'achète un terrain pour faire construire ma maison. ouais. En 2017, ma maison elle est finie au mois de juillet. Donc c'est mon premier lot et mon premier financement bancaire. Environ 280 000 euros de financement pour le tout. En décembre 2018, j'achète mon premier immeuble de 3 lots. Et en juillet 2019, 6 mois après, j'achète mon second immeuble de 3 lots. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai 7 lots, dont ma résidence principale, mais que j'ai aussi construit et acheté dans une optique de pouvoir faire un achat-revente par la suite. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'inclus aussi dans mon patrimoine parce que ça peut être dynamique, c'est pas forcément quelque chose que je vais garder toute ma vie, même si j'y suis bien. Donc voilà un peu ce que j'ai fait. Et ta question de dire, bah, voilà comment j'ai financé. Donc, ouais, 1000 euros sur les 700 000 euros de financé. Ouais. Ah, j'ai mis 1000 euros d'apport. C'était des règles, il faut bien le prendre en compte. C'était des choses qui étaient différentes à l'époque parce qu'on avait le haut conseiller enfin, le conseil de sécurité financière
a changé les règles. Et aujourd'hui, en termes d'investissement et d'emprunt bancaire, il y a des règles qui sont plus strictes qu'à l'époque. Et donc, on a un petit peu moins ces facilités-là. Aujourd'hui, il va falloir mettre 10 à 20% d'apport pour le commun des mortels, on va dire, pour quelqu'un qui a un dossier qui est assez standard. Donc là, quand je dis standard, c'est 2 personnes qui travaillent en CDI avec des revenus moyens, on va dire. Et pour l'exception, pour les meilleurs dossiers, mais ça va être 2 ou 3 dossiers sur 100, on va encore pouvoir se faire financer avec quasiment très peu d'apport. Je dirais peut-être 8% minimum, voire moins dans certains cas, mais il va falloir justifier énormément de patrimoine financier, avoir énormément de côté, en fait, d'épargne. Voilà. Ok, ça marche. Et aujourd'hui, avec ces appartements-là, tu vis de ça? Tu arrives à te rémunérer avec ça ou c'est quoi la stratégie financière derrière? Alors, la stratégie financière, vous l'avez vu tout à l'heure sur le premier immeuble, j'ai fait une SCI à l'IS. Mm. Donc, il n'y a pas de lien entre ma feuille d'imposition personnelle, mes revenus Mm, personnels, mm, un peu classiques, qu'on peut appeler de salariés, quoi, comme pas mal de gens, mm. Ouais, et l'immeuble. Donc, ils sont vraiment séparés. Il y a un mur entre deux fiscalement. Ce sont une personne, ce qu'on appelle morale pour la société, et moi, je suis une personne physique en tant que nom propre. Donc, pour celui-ci, tout vit dans la société. On l'a vu tout à l'heure. Donc, tout vit dans la société, c'est-à-dire que je ne touche à rien de ce qu'il y a dedans et je laisse finalement, comme s'il appartenait à une autre personne, et cette autre personne-là, c'est ma SCI, je le laisse vivre dedans. Donc sur celui-ci, ma stratégie, c'est celle-ci. Et si je veux toucher de l'argent ou quand je le revends, etc., je serai imposé à la flat tax et je pourrais revendre et bénéficier de l'argent qu'il y aura dedans. On l'a vu tout à l'heure, j'ai eu un locataire qui est parti, puis un deuxième 2 ou 3 ans après, et j'ai toujours réinvesti en fait et réutilisé toute la trésorerie qui y avait excédentaire mensuelle qu'on a vu tout à l'heure, les 600 euros, pour financer mes travaux, faire face aux imprévus. Quand on a une toiture l'hiver où il y a du vent, voilà, des petites dégradations, refaire les parties communes, etc. J'ai vraiment toujours réinvesti. Donc finalement, ma trésorerie, elle a toujours été proche de zéro. Et puis quand elle monte à 7, 8, 9 000, bah, finalement, j'ai eu un événement avec des rénovations à faire. Donc j'ai utilisé cette trésorerie-là. Et voilà. Donc aujourd'hui, j'en vis pas du tout. C'est quelque chose qui s'autofinance, qui génère un petit peu de trésorerie pour payer tous les imprévus, toutes les charges, toute la maintenance et tout ce qu'il y a dedans. Et je le laisse vivre. Cependant, ce qu'il y a de bien dans celui-ci, c'est que j'amortis mon bien et aujourd'hui, il me reste une petite partie à rembourser. Enfin, une petite partie, il doit me rester 60% de la valeur du bien à rembourser ok. parce qu'il a pris en valeur. Voilà. Je Mm, l'ai rénové, j'ai augmenté mes loyers. ok. Donc, je prévois aussi ça le jour où je vais revendre, d'avoir ce bénéfice-là, quoi. Tout ça, tu le fais en parallèle d'un travail en CDI? Oui, tout ce que j'ai fait, c'était en parallèle de mon ancien emploi en CDI. Aujourd'hui, je suis plus employé en CDI, mais en effet, ouais, j'ai fait ça en même temps. Donc, j'y ai passé des soirées, j'y ai passé des week-ends. J'ai pris des vacances pour faire aussi les travaux. Ouais. J'ai pas tout fait tout seul, de fait de pas avoir forcément les compétences et ni le temps. Mm, Et je pense qu'aussi stratégiquement, et il faudra revenir dans le détail dessus, mais c'est pas toujours stratégique de faire tous les travaux soi-même. Surtout quand on veut acheter plusieurs biens immobiliers, au bout d'un moment, il faut avancer aussi et rester 2 ans dans une rénovation à tout faire tout seul, c'est pour moi pas la bonne stratégie. Donc j'ai toujours fait un petit peu de travaux et j'ai fait ce qui était le plus ingrat, c'est-à-dire la démolition, l'évacuation, et puis après quelques touches finales, de monter une cuisine ou de faire de la peinture. Ça, c'est des choses que j'ai faites moi-même pour gagner un peu financièrement, d'avoir moins de dépenses. Mais à côté de ça, j'avais quand même un petit réseau d'artisans qui travaillaient pour moi et qui faisaient la rénovation sur d'autres parties. Voilà, refaire des murs, refaire des planchers, de la plomberie, de l'électricité, tout ce qu'il y a à faire dans la rénovation, la toiture, quand il y a des petites réfections à faire, etc. Je faisais appel à des artisans. Donc généralement, je faisais 30% du boulot et 70% était fait par des artisans. Voilà. Mais sauf qu'en termes de dépenses, les artisans faisaient 70% du boulot, mais consommaient peut-être que 50% du budget. Voilà, j'essayais vraiment d'optimiser toujours, d'optimiser mes dépenses. Et c'est là où je revenais tout à l'heure de dire c'est bien aussi d'être un petit peu tendu financièrement, parce que ça vous force à faire certains efforts, à mm, faire attention à vos dépenses. Et c'est là où en fait on crée de la rentabilité, de la valeur sur ces biens. ok. Et c'est Voilà. quoi ton but là en termes d'immobilier pour les prochaines années? Tu comptes racheter d'autres biens? Ouais. Alors mon but, donc donc en 2017 j'ai fait ma maison, 2018 premier immeuble, 2019 deuxième immeuble. J'étais parti en 2019 ou 2020
J'avais monté des dossiers de financement pour 12 autres lots. Là, le Covid est arrivé et ça a été une catastrophe. Tout a été refusé d'un point de vue financement. Et donc là, ça a été vraiment difficile sur les dernières années. Alors parce que j'ai un taux d'endettement aussi qui est fortement monté. Hein. J'ai fait pas mal d'emprunts immobiliers. Donc j'avais des objectifs qui ont dû être complètement revus à la baisse parce que je pouvais plus être financé. Au bout d'un moment, j'avais trop d'emprunts sur le dos et avec les règles qui avaient changé. Hein, parce qu'avant, on avait ce qu'on appelle le calcul un peu du différentiel. Plus on achetait d'immeubles et plus on avait de revenus locatifs, plus on était finançable. Donc, en fait, on déduisait le crédit bancaire des loyers. Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure dans mon exemple, il restait 600 euros. Ça veut dire que j'avais 600 euros de capacité d'emprunt supplémentaire. On faisait un calcul comme ça du différentiel. Aujourd'hui, on fait plus du tout comme ça. Les banques, ils raisonnent tout à fait différemment. Ils ont abandonné pour 99% d'entre eux cette méthode-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on a un investissement, et ben on monte son taux d'endettement énorme. En fait, ils font un calcul tout simple. C'est qu'aujourd'hui, j'ai 900 euros de charge et j'ai 1500 euros de loyer. C'est plus de la moitié. Donc, sur cet investissement-là, j'ai un taux d'endettement de 60%, on va dire. Donc, sur mon taux d'endettement global, c'est énorme. Sauf qu'avant, il ne disait pas que j'avais 60%. Avant, il faisait le loyer moins les charges et il disait vous avez plus 600 euros de capacité de financement. Voilà. Donc, pour en revenir à ta réponse, mes objectifs, c'était de monter un parc immobilier, de monter à 30 lots. C'était l'objectif que j'avais et de dégager un salaire qui était assez confortable. Je visais peut-être 3 000 euros par mois net de charge, 30 lots. Et là, ça commence à 30 lots, ça peut commencer à prendre un temps assez important parce qu'il y a tout le temps de petites galères à gérer. Et quand on en a 30, ça veut dire qu'on en a quasiment une toutes les semaines, pour pas dire tous les jours, mais ça peut arriver. Donc, ça nécessite peut-être de revoir un peu au niveau de sa vie, son salariat, etc. C'est peut-être plus possible de gérer les deux, mais c'était mon objectif. Donc aujourd'hui, les taux bancaires ont vachement augmenté et c'est bien différent. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait peut-être de racheter quelque chose en SCI, parce qu'il y a plus de facilité avec mon banquier en SCI, puisque l'endettement est un peu séparé, il l'interprète différemment. Encore une fois, c'est des règles qui sont propres à la banque. Et ça serait de racheter, peut-être de racheter un lot. Ouais. J'aimerais bien racheter un lot, un immeuble, à peu près dans le même ordre de grandeur, autour des 200, 250 000 euros. Je suis pas fermé, hein, ça va vraiment dépendre de ça, mais c'est ce qui est le plus facile je pense, à gérer, à financer. Et c'est dans les prix où on commence à trouver des immeubles avec 2, 3 lots. En tout cas, dans les villes où moi je suis. Hein. Moi, je suis basé en Normandie. Okay. Et on trouve dans certaines villes ça. Donc, ça serait d'en racheter un. Et ça sera déjà bien parce que le financement, c'est difficile aujourd'hui. Ouais. Ok. Et à côté de ça, tu investis dans la crypto. Ouais. Comment tu trouves le temps et comment tu gères ça? Comment tu t'es lancé? C'est quoi l'histoire un peu derrière tout ça? Moi, je me suis lancé au meilleur moment, comme pas mal de monde. Hein, on le dit souvent. Hein, premier, ce qu'on appelle un bull run. Hein, donc c'est des cycles un peu qui interviennent tous les 4 ans, haussier et baissier. Moi, je suis rentré quasiment avant que le marché il arrive à son top niveau, avant qu'il chute. Donc en 2021, je découvre ça. C'est un ami à moi, ou non, c'est mon cousin qui m'en parle. Et puis je fais une année 2021. Je commence à regarder énormément de vidéos, m'intéresser à ce que c'est, comprendre la technologie de la blockchain, du Bitcoin et puis d'autres crypto-monnaies. Hein, il en existe des milliers, hein, avec beaucoup de choses qui sont parfois inutiles et un peu sulfureuses, mais peu importe. Je m'intéresse aux gros dossiers. Et puis, j'avais arrêté un petit peu l'immobilier, quoi. Donc j'étais un peu sur ma faim. Je voulais continuer d'investir et j'ai pas pu. J'avais pas encore mon business Amazon. Hein, on est en 2021. Et donc je m'intéresse à la crypto et là j'y vais, comme d'hab, hein, j'y vais à fond. J'y vais à fond. C'est une découverte un peu des marchés financiers extrêmes, hein, parce que là, on est sur des variations qui sont complètement folles. Hein. Donc pour ceux qui ont peur d'investir en bourse, d'aller en crypto, c'est juste un grand 8 à grande vitesse. Hein, c'est Space Mountain, hein, ça va 10 fois plus vite. Hein. Donc il faut être prêt psychologiquement pour ça. Donc là, c'est un énorme choc psychologique de voir à la fois son portefeuille monter puis énormément baisser. Mais ça reste intéressant, je crois à la technologie, je m'y intéresse beaucoup. Et puis finalement, je continue de faire le travail, d'investir un peu, même pas mal. Hein, j'ai pas mal investi dedans. Et puis sur l'été 2021, ça chute complètement pour rebondir encore plus fort sur automne 2021. Et donc voilà, bon après, c'est plutôt de la spéculation financière, de la diversité, un peu. Moi, j'y suis allé en tout cas pour ces raisons-là. Et puis après, en 2021, fin 2021, ça rebaisse complètement et plus personne en parle et plus personne en veut depuis 2 ans. Et moi, j'ai continué un peu de m'y intéresser.
Et puis, donc m'y intéresser, c'est quoi? Bah, je regarde du contenu, des vidéos YouTube. Je fais partie T'as aussi de des chaînes certains. YouTube justement à partager des... Ouais, au niveau français, on en a quelques-uns. Ouais, on en a quelques-uns de bons. Ouais. Ouais. Il y a plusieurs approches hein, complètement différentes. Hein. Il y a plusieurs styles hein, parce que le monde de la crypto est très très large. Ouais. Mais j'en écoute certains. Il y en a des très connus comme Asher. Vous pouvez regarder des vidéos de chez lui. Mm. Publie un peu moins, mais il a du contenu très qualitatif sur la technologie, de la blockchain et puis un peu l'approche qu'on peut avoir en crypto. Et je pense que c'est une très bonne base pour débuter. Et puis après, il y a des personnes qui font des quotidiennes. Hein. On a Cryptost qui est bien avec Vincent Gann tous les mardis qui fait un point sur les marchés. Alors, il relie aussi au marché financier qui est très bien parce que le Bitcoin commence à être. Alors, c'est pas il commence. Le Bitcoin, depuis quelques jours, il est sur les marchés institutionnels financés via des ETF et donc il est très lié aussi à la dynamique qu'on peut avoir sur les marchés US. Il est corrélé. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il est corrélé. Et si le marché va pas bien aux États-Unis financiers, bah, finalement, le Bitcoin commence un petit peu à suivre aussi cette trend-là de est-ce que les marchés financiers vont bien ou pas. Bon. Et lui, il fait des analyses toutes les semaines. On a Cryptomatrix aussi qui fait des analyses quotidiennes. Voilà, vous retrouvez, c'est des Français sur les chaînes YouTube. Et puis, moi, j'appartiens au groupe de Paul Crypto Formation. Je crois qu'il est québécois. Et là, je fais partie du groupe privé. Il publie pas mal de choses avec des rapports un peu plus poussés. Et c'est vraiment intéressant, quoi. Voilà. Ok. Et c'est quoi ta stratégie avec la crypto? Comment t'investis? Est-ce que tu fais de l'achat-revente? Est-ce que c'est du long terme? Ouais. Alors, je suis passé par tout ce qu'il fallait pas faire, je l'ai fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Généralement, quand on arrive dans son premier cycle Mm. haussier, Mm, mm, bah c'est là où on se fait, on est dans la machine à laver. Et généralement, on se fait malmener. On se fait vraiment malmener. Mais j'en ai tout de suite un peu appris la psychologie haute. Donc, j'ai fait un peu de trading, j'ai fait des effets de levier, etc. J'ai perdu de l'argent en faisant ça. Donc, moi, ma stratégie aujourd'hui, elle est hyper simple. C'est que j'investis de DCA, dollar cost average. C'est de dire, je vais acheter à un moment donné, admettons tous les lundis, et peu importe le prix que c'est, tous les lundis, je vais acheter 50 $, 60 $ de Bitcoin, d'Ethereum ou de ce que je veux en crypto-monnaie qui peut m'intéresser. Et ça peut être aussi des actions. Donc moi, je fais un DCA et pour viser le long terme. Donc là, on a eu 2 ans de marché baissier. Plus personne m'en parle. Hein. Moi, je vois mes amis autour de moi et autres, plus personne en achète, plus personne fait rien. Et puis là, l'intérêt est revenu hein, parce que l'année dernière, le Bitcoin, il est passé de 15 900 $ à là, on a eu un top la semaine dernière à 49 000. Donc il a fait un fois 3, on va dire un bon fois 3. Donc les personnes commencent un peu à se réintéresser. Voilà, ma stratégie est sur long terme. Donc j'achète. J'ai acheté les 2 dernières années toutes les semaines, tous les mois, de manière continue sur les sujets crypto qui m'intéressaient. Et puis là, j'ai un petit peu réarbitré parce qu'il y a des projets qui meurent entre 2 cycles haussiers. Et donc, je fais des fois des petits changements où je vais sur les nouveaux dossiers qui sont un peu porteurs parce que on sait que les anciennes cryptos, il y en a la plupart qui vont pas survivre et qui seront pas présentes au prochain cycle haussier. Et voilà. Donc, je suis plutôt inscrit dans de travailler intercycle. Voilà. Un objectif à 4 ans. En gros, c'était ça. Moi, c'était pour les 4 prochaines années. Parce qu'on annonce, et c'est les cycles qui ont fonctionné comme ça les 12 dernières années. Tous les 4 ans, on a un cycle qui est un peu haussier. Et là, on le voit, c'est revenu. On a fait un x3 déjà sur le Bitcoin. Et donc, avec une sortie prévue peut-être 2024, fin 2024 ou en 2025, de revendre une partie, puis en fait me payer, quoi, prendre les bénéfices de ce que j'ai investi pendant 2 ou 3 ans, en fait, de un peu récolter les fruits de ce que j'aurais semé. Mais je suis quand même convaincu que le Bitcoin, je pense c'est sûr que j'y crois parce que sinon j'y serais pas. Il a un avenir à long terme, donc je pense que je vais conserver quand même mes Bitcoins et mes Ethereum, hein, donc l'ETH. Hein, vous pourrez aller vous renseigner sur ce que c'est exactement sur du long terme. Peut-être sur 10 ou 15 ans, ou peut-être aussi en donner à mes enfants plus tard, pourquoi pas. Je pense qu'il peut vraiment il peut perdurer dans le temps. Donc je vais quand même en conserver, même si le marché explose et monte très haut, j'en garderai quand même. Ok. Et ça te prend combien de temps par semaine de gérer tout ça? J'imagine que tu dois te former, en plus de l'investissement, etc. Ouais, Ou- alors j'ai un planning par semaine parce que j'ai aussi du Amazon Web, on l'a vu tout à l'heure, Amazon FBA. Ouais, on va y revenir. Ça va dépendre. L'immobilier, normalement, une fois que tout est calé, qu'on a fait ses travaux, etc., que les locataires sont en place, ça peut prendre 15 minutes par semaine, 15 minutes par mois, pas plus. Et puis, il y a des mois où je vais être plus investi parce que je vais faire un peu des travaux. Bah, je vais y passer quasiment toute ma semaine à bosser tous les jours. Mais en gros, voilà, l'immobilier, c'est quelque chose qui fait plus de l'administratif aujourd'hui, une fois que c'est en place. Donc, 1 heure par mois, pas plus. Après, toutes les semaines, je vais me mettre un créneau pour les cryptos. Je vais regarder des vidéos tous les jours, des quotidiennes. Donc, je vais regarder 30 minutes de vidéos par jour. Mais tous les vendredis matins, j'ai mon créneau de 3 ou 4 heures
où là, je me mets toutes mes notes de la semaine, toute ma to-do list pour travailler sur mes cryptos, que ça soit mes achats, régler des choses, travailler sur mes portefeuilles, enfin voilà, un peu toutes les activités qui sont liées à ça, et je vais y consacrer une matinée. Voilà le temps que ça me prend à peu près, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Et du Pour les, coup, ouais. Amazon FBA. Donc, Amazon FBA, Yes, ta femme découvre le podcast d'Olivier Alain. Toi, tu te lances ouais, comme un fou dessus. ouais, Ça se c'est passe ça. comment en détail, vraiment, comment tu te formes, comment tu Ouais. trouves ta niche, etc. Alors elle m'en parle, elle m'envoie peut-être le lien du podcast ou quoi, j'écoute. Ouais, Je dis ok, c'est exactement ce qu'il me faut. ok. Moi, je veux un business. Je veux pas une boutique où tous les matins, je dois être à 8h45 en train de lever le rideau. Ouais, Parce que j'ai une activité de salarié, de cadre à côté. Ça prend malheureusement, c'est comme ça prend énormément de temps, trop de temps, je trouve. Mais bon, voilà, ça prend tout son temps. J'ai une vie de famille, j'ai de l'immobilier, j'ai un peu de crypto. Moi, je fais pas mal de sport. Je m'entraîne 5 fois par semaine et c'est hyper important pour moi. On va dire que c'est le deuxième truc le plus important dans ma vie après la famille, ça serait le sport. Et donc, j'ai peu de temps. Donc, c'est vraiment le business idéal parce que je vais pouvoir y allouer du temps le soir, le week-end, le matin, le midi, pendant mes vacances, un peu quand je veux pour monter le business, chercher mes produits, etc. Donc, ok, je trouve que c'est super. Et je fais une première formation avec Van Dance. Ce gars-là, je suis pas sûr qu'il soit américain, mais en tout cas, il parle anglais. Et je regarde une vidéo, une formation où il fait 5 heures de vidéo, il explique à peu près tout le processus. Et en 5 heures, on a quand même le temps de faire le tour sur Amazon et je prends des notes. Je prends des notes surtout sur ce que c'est, comment ça fonctionne, comment on cherche un produit, etc. Tous les tenants et aboutissants d'Amazon. Et puis, à l'issue de ça, je pars en vacances. Et puis, je découvre la formation de Osei TV, de Julien de Osei TV. Je regarde des vidéos de lui, je trouve que c'est assez qualitatif et haute. Et pendant mes vacances, le mercredi, ma femme était intéressée pour monter avec moi le business. Je vois la formation et je souscris à la formation parce que je vois qu'elle est bien complète, détaillée, elle est en français. Moi, je parle bien anglais, je suis à l'aise avec l'anglais. Et donc, je prends la formation et je coupe mes vacances. Je dis à ma femme, on rentre de vacances et on va travailler. On va aller bosser. Et donc, on rentre de vacances. Et ouais. là, donc on avait déjà un enfant, mais toutes nos soirées, à chaque fois qu'il fait une sieste, j'achète un écran, un énorme écran, on met les PC, je connecte sur la télé la formation et là, on se met en mode apprentissage à fond. Moi, j'apprends tout. Je plie la formation en 15 jours. Donc, dans le salon, il y a la télé avec la formation, il y a les PC à côté pour prendre les notes et c'est parti, on déroule tout. Je crée en même temps l'entreprise parce que je vois tout de suite moi où je veux aller. Je veux pas faire de ça un petit business à côté. Donc, moi, je crée une SA, une société anonyme, donc associé avec ma femme, je dépose des fonds, etc. Et là, donc je déroule toute ma formation, on fait tout en 15 jours. On a un kit quasiment pour démarrer qui est très très bien. Je regrette pas du tout. Alors tout le monde le dit tout le temps, et là je fais un petit point là-dessus, on dit tout le temps formez-vous. Et ce mot-là, on entend ça partout. Et moi, je trouve qu'on n'explique pas bien aux gens ou assez. En tout cas, moi, c'est le ressenti que moi j'ai eu. De dire, ouais, il faut se former, tout ça. Mais oui, c'est hyper important. En fait, formez-vous, là, mais c'est prendre une formation, trouver quelque chose de qualitatif et de se former. C'est vraiment d'apprendre et de permettre de se lancer en fait. Moi, l'immobilier, j'ai quasiment étudié pendant 1 an un peu tout seul. J'ai acheté un bien immobilier et après j'ai pris une formation. Et quand j'ai pris ma formation, je sais que si j'avais pris cette formation-là, j'aurais peut-être été capable en 1 mois d'agir. Et sincèrement, à l'époque où on était, d'avoir 8 ou 9 mois en plus de temps là, ça m'aurait permis peut-être d'acheter 2 immeubles en plus. Donc, ça aurait vraiment changé des choses. Donc, voilà, donc hyper important de faire cette formation-là. Donc, je la fais, je déroule. Et voilà, 15 jours après, ok, la phase 1, c'est quoi une fois qu'on a créé sa société, l'administratif qui peut un peu se faire en parallèle, c'est de chercher un produit, quoi. J'ai compris un peu comment ça fonctionnait, c'est de chercher un produit. Et donc là, j'ai des outils qui ont été mis, que j'ai trouvé moi-même, que j'ai un petit peu développé. Alors, des outils, c'est quoi, hein? C'est simplement un tableur Excel avec, on analyse des produits et on met plusieurs critères. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrents? Est-ce qu'il y a beaucoup de volume de recherche? Quel est le prix à peu près d'achat, etc. Un produit qui permet d'analyser, de donner un score final, un tableur Excel, pardon, qui permet d'analyser le produit, d'avoir un score. Et puis je cherche plein de choses diverses et variées, et je trouve mon produit avec un score qui est pas mal. Et je dis, ok, feu, c'est parti. C'est parti, donc là se lance dans, il faut que je trouve un fournisseur. Je commence à discuter avec des fournisseurs, je cherche en France, je cherche en Europe, je cherche en Chine.
On se rend vite compte que les Chinois, ils sont très bons, ils travaillent très bien, et c'est pour ça qu'ils fabriquent à peu près tout ce qu'il y a chez nous, et que c'est eux l'usine du monde, hein. C'est que avec eux, c'est possible, et en France et en Europe, pour mon produit, c'est impossible. C'est impossible en termes de prix, et même en termes de délai de réponse. Il faut avoir 2 semaines, 3 semaines pour avoir un devis, etc. Quand je discute avec un Chinois la journée, il me répond pendant la nuit quand je suis en train de dormir, et quasiment le lendemain, il est en train de faire mon échantillon. Donc, on est dans une dynamique complètement différente. Et donc, je lance. Alors, moi, je suis acheteur, mais j'ai pas fait forcément une usine à gaz, mais je lance un appel d'offres, hein. Je lance un appel d'offres auprès de mes fournisseurs. Et donc, un appel d'offres pour avoir. J'avais trouvé mon produit, j'avais trouvé son design aussi, hein, j'avais fait cette recherche-là. C'était pas totalement arrêté, mais j'avais 80% de ce que je voulais. Et donc, je lance un appel d'offres, une demande de prix, de faisabilité, je discute avec eux, et les fournisseurs commencent à me répondre, à me proposer des produits, etc. Et je fais fabriquer des échantillons que je me fais livrer chez moi. Sur la recherche de niche, tu as utilisé quoi comme logiciel justement pour valider les volumes? Yes. Alors, j'ai appris dans la formation ou même sur YouTube et autres. Finalement, il y a 2 logiciels qui sont très connus. C'est probablement pas les seuls. J'ai commencé par utiliser Jungle Scout. Et ensuite, après, Helium 10, Helium 10, hein, on l'appelle, c'est un outil anglais, on va dire américain. Mais ma recherche de produit et trouver mon produit, je crois que c'est sur Jungle Scout. J'avais pas les deux en même temps. On est quand même sur des mensualités pour avoir l'outil entre 60 et 100 dollars de ce que l'on prend. Ouais. Donc c'était un peu cher, mais j'ai utilisé ces 2 outils-là, ouais, pour Ok. analyser mes niches. Ok, d'accord. Et du coup, tout ça, ça permet de recevoir les échantillons. Tu as les échantillons, ils te conviennent. Déjà, est-ce que tu commandes des échantillons de plusieurs fournisseurs? Oui, bien sûr, Ouais. bien sûr. Et encore une fois, j'ai des amis à côté qui font des choses et tout. C'est indispensable. Bien entendu qu'il faut commander des. Ça ne coûte. Alors ça coûte un peu, hein, parce que moi mon produit, il se vend. Je suis au-dessus de 100 euros, de 100 dollars. Donc j'ai un coût de fabrication qui est pas à 2 euros. Moi, j'achète pas un produit à 2 euros, hein. Je suis plutôt dans les 30 dollars pour le coût d'achat de mon produit brut. Après, il y a plein d'autres frais qui s'ajoutent. Et donc ça coûte un petit peu, mais oui, je fais venir 5 ou 6 échantillons. Ouais. Ouais, ouais. Et ça me convient plus ou moins. Et donc, ce que je fais, c'est que je fais une analyse croisée. Alors, c'est pas compliqué du tout. Je prends le meilleur de chacun. Donc, c'est-à-dire que sur mon échantillon, j'ai trouvé que ça, c'était mieux fait que lui. OK, donc le prochain échantillon, j'ai fait un tour numéro 2 et j'ai dit au fournisseur, OK, maintenant je veux que le produit soit comme ça. Vous, en l'occurrence, vous m'avez fait ça pas bien, retirez ça et faites comme ça. Et j'ai redonné un nouveau cahier des charges avec quelques éléments et j'ai demandé à refaire produire. Et donc, j'ai reçu un deuxième tour d'échantillon. Et donc, sur le deuxième tour d'échantillon, déjà, il y a des fournisseurs qui étaient très mauvais. Donc, je les ai écartés. Sur le deuxième tour d'échantillonnage, j'ai peut-être eu 3 fournisseurs dans la shortlist. Et puis après, j'en ai choisi un. Ok. Et tu te lances sur le Ouais. marché en Europe ou en US? Alors, je me lance sur le marché en Europe. Ouais. C'est hyper important de distinguer les choses. Ce sont 2 marchés complètement différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut vendre aux US et en Europe, il faut il faut faire transporter un stock aux États-Unis, il faut faire transporter un stock en Europe. Donc, c'est 2 stocks complètement différents. Et chaque marketplace c'est comme si on avait 2 produits différents. Bon, donc je me lance sur l'Europe pour être que sur l'Europe, mais finalement sur l'Europe, je me lance sur l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Espagne, et en cross-border en Grande-Bretagne, parce qu'avec le Brexit, ça s'est un petit peu séparé. Avant, Amazon était organisé européen avec la Grande-Bretagne dedans. Maintenant, c'est un petit peu séparé. Mais bon, en tout cas, ouais, je me lance que sur l'Europe pour commencer. Et donc, je passe une commande. Et c'est là où c'est très drôle. Moi, j'ai eu toutes les galères et c'est pas fini, j'en ai encore plein. Et en effet, c'est comme ça qu'on apprend, mais c'est difficile. Hmm. Je reçois mon stock Combien de quantités pour la première? mi-novembre. 1000 produits? 200. 200? 200 Ok. produits. Ouais, ouais. Moi, mon produit, il est assez cher, donc 200, c'était déjà très bien. Ouais. Tout le monde le dit, est-ce que vous vous rappelez de votre première commande, etc. On s'en rappelle. Il faut quand même envoyer, il faut savoir qu'avec les fournisseurs chinois, ça fonctionne en termes de conditions de paiement 30-70. Je paye 30% au moment où je fais la commande. Ils mettent 1 mois à produire, c'est quasiment comme ça pour tous les produits. Et une fois que la production est terminée, on a 70% à payer. Donc, on paye ces produits à l'avance. Moi, mes produits, je les ai payés 2 mois avant qu'ils arrivent dans mon stock en Europe. Ouais. Donc, j'en achète 200 unités et je les reçois 15 novembre 2022.
Ok, ça fait un investissement de combien pour la première commande du coup au total? Pour la première commande, au début, j'avais le transport qui était assez important. Je pense que j'ai investi 11 000 dollars. Livraison, transport international et la marchandise. Ouais, Ok. 11 000 12 000 dollars à peu près. Ok, tes fiches produits, tu les as fait faire comment? Parce que tes fiches produits, elles sont super propres. Tu les as faites Ouais. toi-même ou t'es passé par un designer? Comment t'as fait ça? J'ai fait un petit mix. Au début, je suis passé. Alors, sur la fiche produit, il y a deux choses. Il y a toute la partie, ce qu'on appelle CEO copywriting. Donc, c'est ce qu'il y a écrit dans sa fiche produit. Ça, j'ai utilisé les services d'Ozai TV, donc de la formation de Julien. Et Julien, ils ont un groupe avec quelques experts. Il n'est pas tout seul à travailler aujourd'hui, ils sont trois ou quatre. Et donc, ma fiche produit, elle est partie en création chez eux. À l'époque, j'avais payé 450 euros, je crois, et ils m'ont fait ma fiche produit, tout le texte pour mes 4 ou 5 marketplaces. Donc j'avais une version en italien, en espagnol, en français et en anglais. J'ai fait comme ça. Et après mes photos, également dans la formation, on partage un groupe d'adresses. Et donc c'est là où j'ai trouvé mon studio photographe, qui est un gars en France, un breton que je salue, c'est Char de Studio. Euh, et son prénom, c'est Geoffrey. Ouais, voilà, Geoffrey de Charles Studio. Et c'est lui qui m'a fait tout mon shooting photo et ma vidéo de produit. Ouais, voilà. Et après, donc, j'ai dit des petits ajustements parce que je suis venu mettre un petit peu ma patte dessus, de modifier quelques mots par rapport à mes stratégies de publicité, etc. Je ne retrouvais pas forcément les mots-clés que je voulais. Et puis mes photos, j'ai fait modifier des choses. Je les ai soumis aussi à d'autres personnes. J'ai utilisé Fiverr, par exemple, où des fois, je faisais une création photo et je demandais des services. Et puis, il y a des experts qui me disaient, bah là, je trouve que la photo a converti pas assez, il manque ça et ça. Donc, en fait, j'ai fait évoluer au fur et à mesure mes photos et mes produits. Et en fait, au début, quand on vend pas, on se pose plein de questions, on ne sait pas pourquoi, etc. Donc, il faut que je modifie ma photo, mon prix. On modifie tout le temps, tous les jours. Ouais, bah justement, quand tu reçois tes C'est produits, génial. Mm. tes produits, ils arrivent Oui. en vente sur Amazon. Tu as déjà des pubs Ouais. en place. Comment ça se passe? C'est quoi tes premières ventes? Alors, dans la formation, moi, j'ai appris exactement à faire un lancement de produit. Donc, je commence par une obtention des commentaires. J'essaie d'obtenir quelques commentaires. Il y a différents outils. Il y en a un qui est intégré dans Amazon pour obtenir des commentaires avec ce qu'on appelle des testeurs Amazon officiels. Amazon Vine, ça s'appelle Vine. Et donc là, j'obtiens des commentaires gratuitement. Alors, gratuitement, c'est-à-dire que je donne mes produits. Il y a des gens qui reçoivent des produits gratuitement d'Amazon, qui sont sélectionnés par Amazon, et vous laissent des reviews, des avis. Donc là, les avis, j'en obtiens quelques-uns. Et ça, c'est la première technique que j'utilise. Et après, j'utilise un peu d'autres techniques d'obtention de reviews diverses et variées. On peut faire un petit peu appel aux amis, à la famille, mais faut pas trop le faire parce que on peut être vite traqué, flagué par Amazon et se faire bloquer son compte. Mais voilà, je le fais vraiment avec parcimonie un tout petit peu, histoire d'avoir quelques avis produits, des photos de clients et autres. Et là, on arrive à quasiment faire ma première vente, je crois, le 29 novembre ou le 1er décembre, quelque chose comme ça. Voilà. Ouais, ok. Et Ok. donc, je mets tout de suite de la pub en place. Ouais, ouais, ouais. Dès que j'ai quelques avis, je mets ma pub en place pendant ma période d'honeymoon, etc. aussi, où on a un petit booster pour faire monter mon produit et qu'il soit visible. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Au niveau de la pub, justement, c'est quoi ta stratégie? Comment tu t'organises là-dessus? Ah, la pub, c'est, en tout cas pour mon produit et mon expérience que j'ai aujourd'hui, c'est quasiment le point le plus important et la chose qui est la plus difficile dans le business, c'est la publicité. Je crois que sur mon mois de décembre, qui est mon plus gros mois là, de l'année dernière, j'ai plus de 50%, et c'est sûr, j'ai plus de 50% de mes ventes qui se font via la publicité. Hmm. Donc la partie publicité sur ma niche de produits qui est assez concurrentielle, c'est prédominant. Ouais. Et donc, comment je m'organise? C'est hyper compliqué. Et jusqu'à comment je me suis organisé, c'est que fin novembre de l'année dernière, j'ai pris une formation complète avec Nanakia School. Ouais. J'ai également utilisé ton outil que j'ai découvert avec Romain de Je crée mon e-business, Ouais. je crois. Ouais. Ouais. Romain qui a une chaîne YouTube, qui a été mon coach pendant un an avec Romain. J'ai fait du coaching aussi avec lui pour Hmm. qu'il m'aide. Alors, désolé, on dévie un peu parce que moi, je suis tout seul aujourd'hui dans le business Ouais. autour de moi. On parlait tout à l'heure de ma femme ou quoi, mais elle n'a pas suivi, etc. Après, ça l'a un peu moins intéressé, mais moi, j'ai continué
l'aventure et du coup tout seul, mais elle me soutient plutôt. Des Mmh. fois, elle me donne des avis quand je la consulte. Mmh. Mais donc, je suis tout seul. Donc, en étant tout seul, j'avais besoin d'avoir toi comme expert quand on a discuté aussi avec l'outil PPC Assist, Mmh. de comment ça fonctionne, qu'est-ce que tu en penses, regarde ma pub, voilà, on a un petit peu échangé ensemble. Mmh. Et puis moi j'ai pris Romain en termes de coaching sur du plus long terme, hein, donc j'avais un accompagnement hebdomadaire pour avoir son avis. Est-ce que je suis en train de faire n'importe quoi, Mmh. Mmh. où j'en suis, parce que j'avais des grandes difficultés de rentabilité à cause de ma publicité. Ouais. Ok. Et donc, en novembre, j'ai pris une formation avec Cyril Benz Mmh. et j'ai pris tout le pack sur PPC Automation où on intègre PPC Assist avec tous les outils, les reports Mmh. et tout ce que tu as créé sur les automatisations pardon, avec Make, etc. Et je me suis formé pour vraiment j'essaie de devenir un expert dans la publicité et d'avoir un monitoring hyper précis et détaillé, hebdomadaire et automatisé sur ma publicité pour mieux la gérer. Donc aujourd'hui, j'ai une stratégie qui est en place qui s'appelle chercheur d'or. Donc c'est ce que l'on a mis en place avec Cyril et toi. Donc sur toutes mes marketplaces, je l'ai mis. Moi, j'ai pris un abonnement chez Mec, comme ça, j'ai tous mes scénarios qui sont en place. Et donc j'ai une sorte de, bah oui, avec les scénarios Mec, j'ai quelque chose d'automatique qui se met en place sur toutes mes campagnes de publicité. Et à côté de ça, j'ai pris une formation chez Cyril pour faire du sponsoring, du brand et du display. C'est les trois formes de pub qu'il y a dans l'outil intégré Amazon. Et, et là, j'utilise mes tableaux de bord avec mes analyses de performance, voilà, de plein d'indicateurs. Et je fais une review toutes les semaines de ma surperformance, sous-performance. Je mets en place des campagnes de ranking, etc. Voilà, j'essaie d'être plus fin, plus précis. Mais voilà, ça fait que 2 mois que j'ai commencé la formation, que j'ai mis tout ça en place. Là, je vais rentrer dans une phase où je vais prendre du coaching aussi avec Cyril, qui est expert, pour lui montrer tout ce que j'ai mis en place, où j'en suis et comment je m'organise, et que lui, il me donne vraiment son retour plus précis sur, OK, sur quoi je dois agir maintenant, ce que je dois faire, pas faire, pour vraiment vérifier. Et encore une fois, le but de mon coaching, ouais, c'est de vérifier mes compétences et de remettre un peu en question ce que je fais, quoi. Voilà. Mais le but, c'est d'avoir une publicité et des coûts de publicité qui soient stables, bien gérés, tout mis en place, organisé. Et après, moi, j'ai une saisonnalité de produits. Donc, finalement, je sais que quand on arrive à Noël, si j'ai voilà, je veux avoir une stabilité et essayer de faire de la marge hors saison. Voilà, moi, c'est ça mon but et d'avoir un niveau de pub qui soit géré, voilà, qui soit maintenu dans les niveaux que je veux en termes de coûts de dépenses, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Donc la pub, c'est le plus compliqué à gérer. À côté de ça, tu Ouais. passes du temps sur quoi sur ton business Amazon? Qu'est-ce qui te prend du temps? Là, ce qui m'a pris du temps, ça a été vraiment la formation PPC pour les 2 derniers mois, Ouais. parce que mes fiches produits sont en place. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai 13 ou 14 mois de vente. Donc, j'ai fait ma première année complète. On attendait justement avec Romain de faire, alors je contextualise pour pouvoir te répondre, de faire mon premier Noël pour voir si mon produit il était OK. Il faut savoir que l'année dernière, je suis en train de faire mes bilans, j'ai dépensé 38 000 euros de pub. Voilà. Mon PPC l'année dernière, c'est 38 000 euros. Je fais un chiffre d'affaires qui est aux alentours de 200 000 euros sur ma première année, donc c'est bien. Mais l'année dernière, je fais une perte. Je fais une perte au niveau de ma marge. Je suis en perte de 10%, je crois, de marge, quelque chose comme ça. Alors, j'ai un produit qui est assez cher. J'ai des coûts de lancement qui étaient assez hauts. J'ai fait des belles photos, etc. J'ai lancé des variations de couleurs sur mon produit et j'ai lancé une autre forme de mon produit. Donc, j'ai 2 fiches, on va dire, par an produits. J'ai 2 produits dans mon catalogue avec plusieurs couleurs. Et donc, on attendait de faire ce Noël-là pour valider vraiment est-ce que mon produit il est bon ou pas. Et à Noël, j'ai tout cartonné parce que quasiment en 10 jours, j'ai fait 50% de mon chiffre d'affaires. Donc j'avais des journées, en 10 jours, j'ai fait 40 ou 50 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'était énorme pour moi. Et sur la période de Noël, j'ai quasiment fait 90 000 euros de chiffre d'affaires, je crois, quelque chose comme ça. Donc on attendait ça pour valider que le Noël était bon. Et donc, ce qui m'occupe beaucoup maintenant, une fois que j'ai fait ma partie formation, donc à Noël, il faut savoir que quand on est en train de vendre à Noël, tout le travail s'est fait en amont, hein, de passer les commandes, de faire du contrôle qualité, d'avoir le transport, le stock. Finalement, et c'est sûr que c'est une règle, à Noël, on ne touche plus à rien. On ne touche plus à son compte Amazon pour éviter d'avoir un bug et d'avoir le compte qui se bloque, une fiche qui se désactive, je ne sais pas. Donc, c'est vraiment de plus toucher à rien et d'attendre que Shopkeeper il sonne toute la journée pour voir les ventes s'accumuler et c'est tout. Donc au mois de novembre, finalement, j'ai pas eu beaucoup d'activité là-dessus.
Et donc, comment je m'organise au niveau de toutes les semaines? Eh ben, j'ai des créneaux. En fait, je fais mon planning tous les dimanches soirs. Je fais mon planning de la semaine. Donc, on a vu tout à l'heure, j'ai ma récurrence en crypto. Je fais ça le vendredi. Le lundi matin, j'ai tous mes scénarios make qui tournent sur mon PPC. Donc, tous les lundis matins, je laisse tout tourner, se mettre en place dans mes fichiers. Et là, je vais aller checker mes fichiers. Je vais aller dans mes fichiers. Donc, voilà, le lundi matin, c'est la revue de toutes mes analyses de performance sur mes ventes des 7 derniers jours. Le lundi matin, je fais ça. Et après, dans la semaine, je m'organise selon ce que je vais avoir à faire et ce que je me suis noté dans ma to-do list. Je vais m'organiser des créneaux. Là, en ce moment, je dédie du temps à la formation. Donc, je me fais des blocs de formation, des demi-journées dans la semaine. Voilà, je m'organise un peu comme ça. Là, la prochaine étape, ça va être, et j'en discutais ce matin avec Romain, ça va être de réfléchir à ma période hors saison sur mon produit. Et puis, peut-être de trouver un produit qui performe en saison. Donc là, un produit hors saison, ça veut dire un nouveau produit à lancer. Et donc reprendre le processus au début avec l'analyse de niche, recherche de produits, obtenir des échantillons. Et ce qui est fou, c'est de se dire que si je fais ça, tout se joue dans le mois qui arrive pour préparer Noël. Parce que Noël, c'est une saison qui est exceptionnelle. Et il faut être prêt, il faut passer toutes ces commandes en juillet pour pouvoir vendre à Noël. Donc il y a aussi ce décalage de temps en commandant ces produits. Donc finalement, préparer Noël et trouver un nouveau produit, ça commencerait maintenant. Et donc potentiellement, je vais commencer à réfléchir à peut-être. C'est pas sûr du tout parce que j'ai mes deux produits à gérer et je veux voir aussi comment ils fonctionnent maintenant qu'il est un peu plus mature mon produit hors saison. Je vais voir comment il fonctionne, mais peut-être que ça peut être ça, quoi. Voilà. Donc la semaine, lundi matin, toute l'analyse PPC. Le vendredi, je fais un peu de crypto. Dans la semaine, je m'entraîne aussi au sport pas mal, donc j'y vais pas mal de fois. Et puis après, là, je fais mes blocs de formation. Je suis en train de finir ma formation PPC avec Cyril. Ok, d'accord. Ouais, donc la clé, c'est Voilà. vraiment de t'organiser tous les dimanches, tu organises ta semaine. Tu fais quoi comme sport d'ailleurs? Ouais. Moi, je fais du CrossFit. Ok, d'accord. Donc les dimanches, Ouais, tu organises ta semaine, tu cadres un peu tout ça et tu arrives à gérer du c'est coup ça. entre l'immobilier, la crypto, Amazon. C'est ça. Ouais. Ok. J'ai des blocs. J'ai la crypto, mais ça me prend un peu moins de temps, c'est un peu automatisé, mais bon. La crypto, l'immobilier, Amazon FBA, plus peut-être deux, trois petits trucs à côté, perso, etc. Mais ça, c'est mes trois globocs. Là-dedans, je me mets des to-do list de ce que j'ai à faire. Hmm. Ça peut passer d'aller checker mes contrôles qualité, de faire mes paiements chez les fournisseurs, de faire ma comptabilité. En ce moment, il y a vraiment plein de choses qui peuvent s'articuler. Hmm. Et puis, ben voilà, j'organise un peu des blocs dans la semaine, finir, avancer dans ma formation, finir certains blocs, en prendre une autre. Voilà, ouais, je m'organise un peu comme ça toutes les semaines et je suis toujours plein à craquer, j'arrive jamais à finir mes semaines. Donc Ouais. j'essaie d'en mettre un peu moins pour essayer d'obtenir les résultats que je veux dans mon organisation, quoi. Et puis là, je vais reprendre un nouveau travail en tant que consultant, Ouais. acheteur. Donc là, mes semaines vont être complètement différentes. Ouais. Je vais être plutôt 4 jours occupés sur 7 déjà en étant consultant. Donc voilà, je vais avoir une autre activité qui va me prendre pas mal de temps, Hmm. mais mes business commencent à être un peu huilés à côté et prendre moins de temps. Donc ça le fait. Normalement, j'ai un peu automatisé tout, quoi. Voilà. Ok, donc le but c'est de refaire du cash avec cette activité en CDI pour pouvoir, enfin Exactement. salarié pour pouvoir Ouais, revendre après. Ok. ouais, c'est ça. Alors c'est pas salarié, je suis en freelance. Ouais, Donc donc c'est comme si il n'y a pas beaucoup de différence, mais ouais, je t'as suis vraiment chez ta un boîte, quoi. client dans une Mhm. entreprise, tu vois, en étant Mhm. voilà. Et l'idée c'est ça. Ouais, l'idée c'est de refaire rentrer du cash, en Ouais. effet, pour continuer à développer mes activités sur Amazon. J'aimerais vraiment bien que ça soit un succès. Au-delà de Noël, d'avoir quelque chose qui tourne bien, peut-être développer un autre produit. Mm. Et ouais, c'est vraiment l'objectif. L'objectif, c'est ça, quoi. D'avoir toute la seconde partie de l'année à partir de mi-juillet, je devrais arrêter, Ouais. à me reconsacrer à préparer mon Noël, d'autres activités, travailler sur la chaîne aussi. Peut-être qu'on fera d'autres choses ou pas ensemble. Mm. Donc ça, je vais en faire aussi là pendant toute ma période, mais peut-être d'intensifier un peu cette partie-là selon comment l'activité va prendre. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que justement, on en parlait un petit peu avant d'enregistrer. Avec toute l'expérience que tu as sur de l'immobilier, sur de la crypto, etc., c'est hyper intéressant que tu puisses partager ça. Et tu vas créer une Ouais. chaîne YouTube. D'ailleurs, il y a des fortes chances que quand on mette la vidéo en ligne, ça va être du coup Yes. peut-être ton défi si tu as le temps. Tu auras peut-être une première Ouais. vidéo en ligne sur ta chaîne. Donc ça serait Yes, cool. ouais. Alors l'idée c'est ça aussi, en échangeant ensemble et en partageant nos connaissances, on s'est rendu compte que l'un ou l'autre, bah, c'était super d'avoir toutes ces connaissances-là. Et puis quand je discute aussi avec pas mal de personnes dans mon entourage, j'ai un niveau d'expertise qui est bon ce qu'il est, mais qui est assez avancé sur deux trois sujets. Ouais. Et l'idée, ouais, c'est de créer une chaîne YouTube où on va apporter
de la valeur aux gens et du vrai et de l'accompagnement. L'idée, ça serait de l'accompagnement pour aider les personnes à soit les aider dans leur parcours d'investissement, que ce soit au début, ou aussi les aider sur des choses qui sont déjà en cours, d'arbitrer, en tout cas leur permettre, leur éviter de faire des mauvais choix. Voilà, l'idée, c'est d'éviter de faire des mauvais choix et conseiller les personnes en leur donnant tous les petits trucs et astuces qu'on ne voit pas toujours pour les aider à faire mieux. Voilà. Et puis également aussi une chose, c'est de concrétiser avec du vrai de ce qu'en est la réalité et la difficulté. Parce qu'aujourd'hui, on voit, et c'est très difficile, je trouve, que ça soit sur les réseaux sociaux, Twitter, alors maintenant ça s'appelle X, YouTube et autres, c'est que le business, c'est facile. Hein. Moi, j'ai mon expérience avec l'immobilier, avec Amazon. Je peux vous dire que les nuits à réfléchir, à avoir mal au ventre, à être pas bien, c'est la réalité du business. Et malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Et donc, entre ce que l'on voit et la réalité, il y a une très grande différence. Mais par contre, il y a une certitude, c'est que tout n'est pas faux. Bien entendu, d'investir, d'avoir des immeubles, d'avoir un business qui fonctionne à la fin, bah ouais, c'est super. Mais par contre, ça passe par souvent le parcours du combattant et changer. Et si on veut obtenir des résultats un peu exceptionnels, et ben il va falloir faire des choses un peu exceptionnelles et sortir de sa zone de confort. Et voilà. Donc l'idée de la chaîne, ça va être d'apporter du concret, d'aider les gens avec, de leur expliquer vraiment la réalité, et puis de leur apporter du conseil et toute l'expertise que je peux avoir sur les choses à faire, parce qu'il faut se concentrer là-dessus et les choses à éviter, quoi. Voilà. Ok. Donc il y aura aussi cette activité-là cette année, je l'espère, de monter un peu ça, ouais, voilà. Ok, c'est cool. En tout cas, je suis pressé de découvrir tout ça. Ce sera sûrement en ligne, donc je mettrai le lien dans la description. Vous pourrez consulter la chaîne de Kevin. Et puis avec plaisir aussi pour faire d'autres vidéos plus tard, pour suivre un petit peu Ouais. l'évolution de ça. Et ben ouais, Franchement, en c'est effet, on cool, hein, pourrait t'as faire fait... des sujets spécifiques, ouais. On Ouais, pourrait traiter des sujets très très précis. ouais, On verra si on a des demandes, etc. Pour tous ceux qui veulent, n'hésitez pas à poser des questions. On pourra aborder des sujets très précis. ouais. On a parlé aujourd'hui de fiscalité. On a parlé toute autre chose d'Amazon, Mm. d'aller trouver une niche. Bah, dans les grandes lignes, comment on trouve une niche. Voilà, on pourra vous remettre des liens aussi, peut-être de formation ou de personnes avec qui nous on travaille ou on a été en lien et qui vous apportent du contenu. Mais ouais, Ouais. voilà, on pourra reparler un petit peu de crypto aussi. Moi, je suis pas du tout expert, mais on pourra vous remettre, voilà, traiter des sujets un peu quelle place ça peut prendre dans les portefeuilles. Enfin voilà, on pourra avancer sur des sujets plus précis. Ouais, Ouais, carrément. Bah, carrément. postez des commentaires pour dire ce que vous voulez voir aussi sur la chaîne. Ouais, Et puis on fera des vidéos comme ça, ce serait cool. En plus, tu vas exactement. t'aménager un Ouais. studio, un studio. Ouais, ouais, là il est en cours de fabrication là. Ouais, ouais, ouais. Ouais. On pourra peut-être même faire une petite. Ouais, bon, ça sera plus tard. Mais on pourra faire un peu le tournage de la petite fabrication aussi du studio. On Mais fera un petit grave, shot grave. rapide. Ouais, 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 juste pour le carrément. contexte, là, t'es dans un conteneur que tu as toi-même aménagé, c'est ça? Exactement. Ouais. Là, aujourd'hui, je suis dans un conteneur maritime. Alors, il ressemble plus à rien d'un conteneur maritime, mais en effet, j'ai fait venir un conteneur maritime avec un Manitou, donc un engin un peu industriel pour le porter. Je l'ai posé au bout de mon jardin et j'en ai fait une cabane arcachonnaise avec un bardage du coup arcachonnais. Mm. Et donc complètement aménagé à l'intérieur avec le wifi, l'électricité, une petite salle de bain. Il y a un grand écran qui va arriver pas loin là bientôt, là, il est en cours. Mm. Et puis j'ai tout mon bureau et mon setup pour pouvoir travailler ici et faire un peu toutes les activités au quotidien, quoi. Voilà. Trop stylé, trop cool. Yes. Bon, bah, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense qu'on aura assez régulièrement. Je te souhaite plein de Ouais, réussite sur ton business. Là, tu as plein de choses à faire, j'imagine. Et en puis, on effet. se tient Eh au ben, écoute, courant, ouais, merci, ouais. comme d'habitude. Yes. Ah ouais, merci à tous et à bientôt. À bientôt. Salut.